Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le petit clin des CX, on parle de valeurs ce matin. Oui, on parle de valeurs ce matin. Tu avais déjà parlé de ça. Oui, on avait parlé des valeurs humaines, on avait parlé des valeurs morales aussi, je pense. Oui. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que j'ai dit au début qu'on parlerait des valeurs, mais en fait, j'aurais dû préciser qu'on parlerait des valeurs des agents publics. En quoi c'est différent des valeurs humaines? C'est compris dans les valeurs humaines, mais après, on prend en fait une valeur humaine comme une valeur éthique ou une valeur morale que l'on adapte en fait à la fonction de la personne qui travaille dans l'administration publique en fait. D'accord. Pourquoi je parle des agents publics aujourd'hui, et tous les agents publics doivent certainement penser que je fais de l'acharnement sur eux, c'est pour la simple et unique raison en fait que vous êtes payés avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que le privé que nous représentons, nous sommes payés par l'argent que nous-mêmes nous allons chercher. Donc on se casse la tête, on cherche les marchés, on souscrit à des appels d'offres, on encaisse les noms, allez, on fait tout ça. On paye les impôts. Voilà, on paye les impôts. Et puis il y a les agents publics qui, eux, gèrent en fait l'argent. Donc nous, quand on paye les impôts, quand les grosses entreprises paient certaines taxes, enfin bref, tout cet argent-là, quand on collecte et tout chez les personnes qui travaillent et tout ça, ça constitue donc une manne pour l'État qui ensuite paye les fonctionnaires. Pourquoi je parle de ça ? Parce que hier aussi, tu sais, on avait le secrétaire général, le président du SAPAS. Le secrétaire général du voilà, SAPAS. le secrétaire général du SAPAS qui venait parler de tout ce que l'État doit en fait aux fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires du ministère des Affaires sociales. Mais à côté de ce que l'État doit, je pense qu'il est aussi important de rappeler aussi à certaines personnes, parce que c'est bien de dire ce dont on a droit en fait, c'est bien de le rappeler, mais à côté de ça, il faut aussi souvent se remémorer de ce que des choses que l'on a l'obligation de faire. Donc je vais juste faire un petit rappel. Vous vous souvenez, quand on parlait des valeurs humaines, on disait que les valeurs donc humaines, ce sont les valeurs qui créent le lien à autrui en touchant à l'humanité de l'autre à partir de notre propre humanité. Donc ces valeurs humaines, c'était notamment le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'ouverture, l'entraide et la réciprocité et tout ça. Et dans ces valeurs donc humaines, vous avez les valeurs dites éthiques. Alors, les valeurs éthiques, ce sont celles qui nous édictent en fait une conduite qui respecte autrui. C'est-à-dire des valeurs qui, tu vois, c'est bien résumé par l'adage qui dit que ta liberté commence là où s'arrête celle de l'autre, c'est ça? Voilà. Ou alors ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et ainsi de suite. Je pense que ça peut bien résumer tout ça. En gros, c'est tout ce que l'on fait qui ne porte pas du tort à l'autre, et c'est le respect du règne, et le respect du règne animal et végétal aussi en fait partie. Tu vois, par exemple, si tu vois lorsqu'on met toutes ces normes là en termes de coupe, de certification, de coupe des arbres et tout, derrière vous allez me dire oui, il y a aussi une gestion équitable et tout de la forêt et machin, mais c'est aussi parce que derrière il y a aussi le respect éthique, d'abord le respect de la prochaine génération, mais aussi le respect en fait du règne animal et végétal, sinon on n'en aurait rien à battre qu'il n'y ait plus d'éléphants, qu'il n'y ait plus de Sitatunga, limite on s'en fout. Après vous avez les valeurs morales qui sont en fait des lois, des injonctions extérieures. Ce sont des règles que soit nous prescrivent donc la religion, soit ce sont des règles qui sont édictées donc par des lois que l'on a dans le pays, donc qui nous permettent ensuite de pouvoir jouir de notre intégrité physique et mentale, sans pour autant bien sûr empiéter sur celle des autres aussi. Et puis donc ce matin, comme je vous le disais, on parlerait des valeurs, des principales valeurs éthiques des professionnels, donc l'éthique professionnelle des personnes des personnes qui travaillent pour le service public, parce que
je pense qu'au vu de l'actualité du moment, il est temps de rappeler aux gens en fait quel est l'intérêt en fait ou quelles sont les valeurs qui doivent les animer lorsqu'ils travaillent dans les postes pour lesquels auxquels ils ont été placés et lorsqu'ils font le travail pour lequel on les a placés à ces endroits-là. Donc l'éthique professionnelle, comme on le disait avant dans les anciennes rubriques, comporte des valeurs dont le respect suscite chez le citoyen un sentiment de confiance vis-à-vis de l'agent public et du service public. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rappeler qu'il y a une sorte de cassure entre le citoyen que nous sommes tous et le service public, parce que rien qu'imaginer que l'on a une procédure, un document, quelque chose à récupérer dans une administration ou dans une direction, c'est des choses à te donner des palpitations et la fièvre, parce que tu sais que tu vas au conflit. Or, en réalité, ça ne devrait pas être comme ça. Et donc, le renforcement de cette confiance accroît la crédibilité du service public et réduit la méfiance et la fréquence des conflits d'intérêts entre les acteurs sociaux, confère bien sûr l'émission que l'on a eu hier. Donc, en vue d'obtenir donc un code de conduite pour une structure bien donnée, il y a lieu de bien mentionner les valeurs éthiques qui caractérisent, qui doivent motiver en fait le fonctionnement de l'administration ou de la direction et qui vont donc qui vont accompagner les comportements des personnes qui y travaillent. Et parmi ces valeurs, il y a certaines sur lesquelles je vais particulièrement m'arrêter. Donc on parlait de la légalité. La légalité, c'est la valeur qui induit que tous les citoyens sont égaux devant les charges et le service public. Donc l'agent public doit réserver dans les mêmes cas le même traitement à tous les citoyens sans considération de leur origine, de leur opinion politique ou religieuse, de leurs conditions sociales, etc. Donc ça, vous voyez exactement où on veut en venir, parce qu'il y a des personnes où, pour peu que tu arrives et que tu connaisses Dafresh est arrivé, il y avait déjà 20 ou 30 personnes qui attendaient, et Dafresh passe devant tout le monde parce que juste, il va donner un coca, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui l'a identifié là, qui le connaissait. Avec ton affaire de prendre parce que tu es en face de moi. Ensuite, on a le service. Donc le service, c'est bien sûr la raison d'être de l'administration, c'est la prestation de services aux citoyens et c'est l'une des obligations essentielles de l'agent public, qui est celle de servir sans discrimination et avec professionnalisme toutes les composantes de la communauté. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à une partie de la population de se mettre à l'écart ou de bouger ou de quoi que ce soit, parce que bien sûr, toutes les composantes de la population doivent être traitées de la même manière en fait, parce que tout le monde a son importance dans l'établissement d'un pays. Ensuite, on a l'impartialité. L'impartialité suppose une appréciation objective des cas à traiter. Donc, l'agent public doit transcender les considérations affectives qui pourrait l'emmener à fausser son jugement vis-à-vis de l'usager. Donc, il doit être constant dans ses décisions pour toujours faire triompher l'intérêt général. L'impartialité entraîne la transparence qui exige d'éviter les situations d'ambiguïté, la retention d'informations, les commandes, l'édiction et l'application claire des dispositions réglementaires. Ouvrez la parenthèse, exemple, les marchés publics. Donc, fermez la parenthèse, cette transparence constitue donc le moyen de renforcer la non-discrimination et de garantir l'effectivité du principe de l'égalité des usagers devant le service public. On passe ensuite à une autre valeur qui est importante, c'est l'intégrité. L'intégrité implique pour l'agent public l'accomplissement de sa tâche de manière désintéressée. Mettez toutes les lettres en majuscules s'il vous plaît. De manière désintéressée, dans le respect et l'utilisation adéquate de la chose publique. La chose publique, vous mettez en majuscule, vous mettez en gras. Pour l'intérêt général. Donc, dans cette optique, l'agent public doit résister. Attends, ce mot est vraiment important. Dans cette optique, l'agent public doit résister à toute tentation de corruption, de favoritisme et éviter la mauvaise gestion des ressources. C'est contenu dans la valeur
intégrité qui font partie des valeurs éthiques, professionnelles, obligatoires de l'agent public. Je ne les ai pas inventées. Ensuite, vous avez la diligence. La diligence, c'est le zèle, le dévouement et le soin qui accompagnent l'action administrative. L'agent public doit donc faire preuve de l'engagement à accomplir sa mission avec toute l'attention qu'elle mérite, avec la responsabilité et la compétence. Et on parle de l'efficience. L'efficience implique un rendement optimum au moindre coût. C'est-à-dire que l'agent public doit être conséquent, assurer une meilleure qualité de service à l'usager à un coût raisonnable. Il doit veiller à une utilisation rationnelle de moyens, c'est-à-dire les biens matériels, les ressources humaines, les ressources financières, les connaissances et les informations qui sont mises à sa disposition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les biens matériels du ministère, de la direction pour les emporter chez vous ou pour les donner à vos enfants, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ou utiliser même le matériel roulant de l'entreprise, de l'administration pour aller déposer vos parents ou accompagner vos femmes au village après un malheur et ce genre de choses. L'efficience implique également la compétence de l'agent public qui doit utiliser efficacement les connaissances, les aptitudes et les habiletés dans l'accomplissement des tâches. L'agent public doit donc faire preuve de professionnalisme dans son travail pour être toujours performant. Il doit renouveler sans cesse ses connaissances par l'information et la formation continue. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis Internet dans les administrations et les directions et tous les ministères et machin, Internet n'avait pas été mis là pour regarder des séries sur le net. Ça n'a pas été mis là pour regarder, je sais pas, pour jouer au Zuma en ligne. Ça n'a pas été mis là pour passer des heures et des heures sur Facebook. Ça a été mis là pour que même en étant assis, lorsque vous n'avez pas beaucoup de travail, vous renouvelez toujours vos connaissances. Objectif, l'efficacité. C'est pour ça qu'on parlait de l'efficience de cette nouvelle valeur. Ensuite, vous avez l'innovation. C'est l'obligation aujourd'hui quand on parle d'innovation. L'innovation qui se traduit par l'obligation pour les agents publics de faire preuve de flexibilité dans l'interprétation et l'application des textes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on dit que il y a une télévision qui va ouvrir, bref, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, non, faut parler. c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on dit qu'il y a la 5G qui va se positionner, vous ne pouvez pas, parce que à votre niveau donc de personne humaine, vous pensez que ce genre de choses en fait vous dépasse, bloquer en fait l'évolution, parce que l'innovation c'est l'avenir. L'innovation c'est ce qui va permettre en fait au pays de se développer. Surtout en cette période où on est dans une tendance où on n'est plus juste en train de voir qui produit la plus grande quantité de manganèse ou je sais pas de bois. On est vraiment dans une compétition aujourd'hui avec d'autres pays où c'est qui produit le maximum de contenu, qui se positionne comme un incontournable en fait dans le numérique, dans la création d'applications importantes ou qui seraient incontournables dans les prochaines années et ce genre de choses. Mais pour ça, il faut laisser les gens faire, éclore leur créativité en étouffant tout ça pour la simple raison qu'on est la personne qui gère les textes, qu'on est une personne qui doit faire appliquer la loi, mais en fait on interprète les textes à son avantage. On ne fait pas du tout avancer le pays et normalement ça ne fait pas partie des valeurs professionnelles de la fonction publique. Après, vous avez l'obligation de rendre compte. Donc, c'est la responsabilité devant le supérieur hiérarchique et devant les citoyens et les instances nationales de contrôle. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, comme disait le secrétaire général du SAPAS hier, oui, mesdames et messieurs, nous avons le droit de demander des comptes. S'il y a de l'argent qui a disparu, nous avons le droit de demander des comptes, de demander où on en est aujourd'hui, de savoir quelle est la conduite à tenir et de savoir si l'argent est revenu. Vous avez l'obligation de nous en informer parce que vous avez vous-même pris la décision de nous dire qu'il y avait le pognon qui avait disparu. Donc vous devez absolument nous dire aussi si on a retrouvé le pognon
ou pas. Donc cette obligation de rendre compte est importante et je vais adosser ça à une phrase que le président de la République avait dit au gouvernement. Il avait dit: vous êtes tous au service d'un maître qui est très difficile et impitoyable, je pense, et ce maître, c'est le peuple gabonais. Donc aujourd'hui là, je me positionne aussi comme le peuple gabonais. Et puis on va finir avec cette dernière valeur qui est hyper importante, c'est la responsabilité. La responsabilité qui implique que l'agent public assume et endosse toutes les conséquences engendrées par les actes qu'il pose. Cette responsabilité expose l'agent public en cas de faute à des sanctions disciplinaires ou pénales. Et là encore, je me souviens de ce que le président du tribunal de Libreville avait dit lorsqu'il y avait la prestation de serment des agents de l'ANAC. Il disait que en ce moment, après avoir prêté serment, vous êtes des officiers des OPJ, c'est ça, vous êtes des officiers de police judiciaire. Donc, si vous signez des documents en désordre, si vous validez des choses que vous ne lisez pas, le jour où vous débarquerez ici au tribunal, on sera intransigeant avec vous. Donc, la responsabilité, chaque agent public doit être comptable de ce qu'il fait. On ne doit pas se cacher derrière le fait que, oui, mais en fait, il y a tel qui m'avait menacé, qui m'avait dit que je ne savais pas. Non, nous savons tous lire et écrire. Nous avons tous eu le bac. Je pense qu'on fait partie des pays où il y a le plus grand taux des personnes au mètre carré qui ont eu le bac. Nous avons tous eu le bac. Nous savons tous lire et écrire. Donc, en réalité, on doit assumer les choses que l'on fait. C'est que ce soit dans l'administration, le petit papier que tu as signé, le devis que tu as transformé en facture, l'argent que tu allais prendre qui n'était pas le tien, le vol que tu as commis, chacun doit assumer ses responsabilités. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Gina revenait sur les valeurs intrinsèques de l'agent public, c'est ça? Oui, c'est ça. Au regard de la situation, quelle analyse ça peut donner? La chose Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qui est sur le texte que tu viens de lire et la réalité sur le terrain? Bien sûr, Dafresh, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste que si les personnes qui géraient les deniers publics avaient un tant soit peu pris en compte certaines des valeurs que l'on venait de citer aujourd'hui, ils n'auraient pas commis et ils ne seraient pas en train de commettre, parce que je préfère mettre au passé et puis mettre au présent, parce qu'au moment où on est en train de parler, il y a des gens, tu sais, mon prof au lycée, il disait que tu n'es pas tricheur. En fait, personne ne triche jusqu'au jour où on l'attrape. Tant qu'on ne t'a pas catch, tu es convaincu que tu es clean. Le jour où on t'attrape, c'est le jour là où tu sauras, où tout le monde saura qu'en fait, tu étais un tricheur. Donc, au moment où on est en train de parler, oui, tout le pays tourne autour de oui, tel a volé, tel a détourné, tel a machin. Mais ils sont encore nombreux dans les administrations. Ils sont nombreux à oublier, en fait, quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis de nous, les concitoyens. On nous traite, on aurait dit qu'en fait, on était venu demander le mône, ou on nous traite, on aurait dit que on est venu là genre par hasard. Il y a en fait les Gabonais qu'on a placés, tu vois, qui doivent faire vivre le Gabon, et puis il y a les autres là qui accompagnent les autres Gabonais. Non, ce n'est pas comme ça. Si l'État, à travers la voix du président de la République, te donne la responsabilité de gérer une parcelle de pouvoir du pays, tu dois voir ça comme un honneur, mais aussi comme une lourde charge, mais pas comme l'opportunité, la possibilité de marcher sur les autres. Auquel cas, tu n'es pas un grand homme. Quand je dis homme, c'est avec grand H, parce que ça peut très bien concerner les femmes aussi. Auquel cas, tu n'es pas un grand homme, parce que dans ce cas, tu penses à ton bien-être personnel, en oubliant que derrière toi, il y a des personnes qui souffrent. Je vais juste te prendre un exemple, parce que tout le monde, aujourd'hui, je pense que ça devient un petit peu la blague. Tout le monde rigole un peu sur ces affaires de détournement et autres. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas très longtemps, on avait vu ici, vers le pont Pira, donc en face de la CNSS, il y avait des vieux papas et des vieilles mamans qui, jour et nuit, sous la pluie ou sous le soleil, faisaient la grève d'amener sur des bidons et tout ça. Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient leur pension. On a vu plein de personnes qui ont fait le pied de grue, toujours des vieux, qui passaient ça et là, qui voulaient absolument qu'on régularise la question du paiement de leur pension, parce qu'il y a certaines personnes qui sont mortes aujourd'hui sans pour autant bénéficier de la pension pour laquelle ils ont travaillé toute leur vie. Quand on parle de pension,
On ne parle pas de 400 000, 600 000 que les papas la gagnent par mois. Hein. On vous parle de petits montants. Certains d'entre eux gagnent 50 000, d'autres gagnent même 30 000, d'autres gagnent 100 000. Mais ils en ont besoin pour finir leur vieux jour dans la dignité. Maintenant, quand vous êtes comme nous là, jeunes, et que l'État vous fait confiance pour que vous puissiez veiller et garantir à ces personnes-là le respect et la dignité, la reconnaissance de la nation dans le style « vous avez travaillé, on va prendre soin de vous ». Ça passe non seulement par le paiement de leur pension, mais aussi par la prise en charge de ces personnes-là lorsqu'elles sont malades à travers la CNAMGS. CNAMGS qui aujourd'hui, je n'ai pas besoin de beaucoup commenter tout ça. Lorsque vous vous rendez compte que toutes ces personnes, elles sont parfois assises chez elles en se demandant ce qu'elles ont bien pu faire au bon Dieu pour pouvoir vivre ces situations-là, vous comprenez l'ampleur. Ce n'est qu'un exemple, hein. Vous comprenez l'ampleur des dégâts que nous sommes en train de faire à notre pays. Quand vous regardez aussi des établissements tels que l'IST, où depuis l'année dernière, les enfants sont encore au premier semestre. Je parle du premier semestre, on est dans un système LMD. Ils vont faire peut-être en 2 ans ou en 4 ans un DU, en 2 ans ou en 4 ans, en 3 ou en 4 ans un DUT. Vous comprenez qu'on est en train de massacrer notre pays. Pourquoi? Parce qu'on bouffe l'argent des écoles, on bouffe l'argent de l'assurance maladie, on bouffe l'argent des pensions. En fait, on n'a plus de valeur du tout. On n'a pas de scrupules, on n'a pas de vergogne. Et là, en tant que citoyen, nous avons le droit d'exiger des comptes. En tant que citoyen, nous avons le droit de nous révolter. Parce que si ça ne vous inquiète pas, quelqu'un comme moi, ça m'inquiète. Je peux travailler dans ce pays, cotiser toute ma vie, et puis j'arrive un jour, j'ai 70 ans ou je ne sais pas, 85 piges, je touche du bois, j'espère que je vais vieillir jusque là-bas. Et puis j'arrive et je veux qu'on me paye mes cotisations, et on me dit que bah non, il n'y en a plus parce que les caisses sont vides, parce qu'il y a un Joe ou une Joess qui a damé ça et qui a foncé quelque part. Ça n'a pas de sens. Donc ça fait froid dans le dos et on ne doit pas accepter ce genre de choses. Maintenant, si il y a des personnes qui pensent qu'on devrait faire dans le sentimentalisme, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure de mettre à côté les considérations affectives. S'il y a certaines personnes qui pensent qu'on doit faire dans le sentimentalisme, il faut mettre en avant. Aujourd'hui, on a beaucoup, j'ai appliqué sur certains mots comme l'intérêt général. Il faut penser à l'intérêt général. Il y a des gens qui ne peuvent plus partir de Lambaréné pour arriver à Libreville. Vous n'imaginez pas en fait le nombre de business qui tombent, le nombre de personnes qui n'arrivent pas à se déplacer parce que on est incapable de faire des travaux sur une route qui constitue la route nationale. Mais sérieux quoi, la route nationale, parce que il y avait quelqu'un, un groupement de personnes quelque part, ou une go ou un gars, il a décidé de bouffer le pognon de l'entretien routier. Alors, ça n'émeut personne, bien sûr. Tout ça, on peut bien sûr les prendre et rigoler de ça comme d'habitude. Mais à quel moment on va prendre ce genre de choses au sérieux? Chez d'autres personnes, sous d'autres cieux, on est intransigeant avec ce genre de questions. Et donc, j'espère que dans le Gabon nouveau, parce que là, on est en décembre, là, on va passer en 2020. Janvier 2020, je considère que c'est le Gabon nouveau. Si nous tous nous arrivons en janvier, 1er janvier, je considère que c'est une nouvelle chance que le Seigneur nous donne de nous améliorer. Donc, j'espère que dans le Gabon nouveau, on prendra en compte le fait que ce pays, c'est près de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants qu'il faut faire vivre au quotidien. À qui il faut donner de l'électricité au quotidien. À qui il faut donner de l'eau. À qui il faut garantir de la nourriture de bonne qualité. Donc pas de la nourriture périmée au quotidien. À qui il faut fournir des vivres frais, c'est-à-dire des légumes, du manioc et ainsi de suite au quotidien. Des Gabonais qu'il faut envoyer à l'école. Des Gabonais qui doivent trouver du personnel de santé compétent, accueillant et réceptif dans les centres de santé, parce que les bâtiments seuls ne suffisent pas. Des personnes qui, après avoir servi toute leur vie pour le pays, doivent pouvoir bénéficier d'une retraite décente. Voici ce que les gens demandent. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il voulait être assis chez lui au quotidien à Libreville et puis attendre un virement de l'État de 200 ou de 300 000. Les gens se lèvent au quotidien. La route est cassée partout dans Libreville, mais ils marchent
pour certains d'entre eux, pour aller au travail, parce qu'ils ont bien compris le principe de tu mangeras à la sueur de ton front. Et donc ça, si les petits Gabonais comme vous nous voyez, genre nous là, si les petits Gabonais nous avons compris l'intérêt de tu travailleras à la sueur de ton front, pourquoi les décideurs, pourquoi les personnes qui sont au poste de responsabilité, qui sont censées nous montrer l'exemple, ne comprennent pas ce principe-là? Alors, quelles sont les valeurs que l'on va exactement enseigner à notre prochaine génération? Voici la question qu'on se pose.